suis architecte paysagiste. Je vous invite à un voyage dans l'art des jardins, à la rencontre de ceux qui les font vivre, les étudient et les imaginent. Au nord-est de l'Italie et au cœur de la Vénétie, le jardin de Padoue est le plus ancien jardin botanique au monde. Fondé en 1545 par la République de Venise, il est à l'origine de la science botanique. Avec la présence de plantes venues du monde entier, ainsi que d'arbres multiséculaires originaires d'Asie, le jardin de Padoue nous offre un voyage dans le passé. Dès sa création, il a été conçu comme un lieu de recherche sur les plantes médicinales, où venaient étudier des savants de toute l'Europe. Cette tradition scientifique est portée aujourd'hui par Barbara Baldan, actuelle directrice du jardin. Barbara, le jardin botanique de Padoue, c'est un jardin qui était en dehors de la ville. Maintenant, on est au cœur de la ville. Pourquoi on choisit spécifiquement ce lieu pour installer le jardin botanique de Padoue? Ce lieu fut choisi justement parce qu'il se trouvait en dehors des murs de la ville. Et il était pratique pour l'université centrale. La deuxième raison pour laquelle ce lieu a été choisi, c'est qu'il se trouve dans un endroit symbolique, entre les deux basiliques les plus importantes de Padoue, de San Antonia et de Sainte Justine. Et la troisième raison, la plus importante, c'est la présence de l'eau pour irriguer les plantes. Ce jardin a été créé à l'initiative du professeur Bonafede, qui apprenait à reconnaître les plantes médicinales aux étudiants, parce que dans les livres, il ne les reconnaissait pas. À l'origine, le jardin botanique de Padoue, c'était un jardin de simple, c'est-à-dire un jardin qui était destiné à accueillir des plantes aux vertus médicinales. En regardant autour de soi, à l'intérieur des 4 quartiers, on constate qu'il y a des parcelles et chacune d'elles accueillait alors une plante médicinale. Les étudiants avaient ainsi à disposition un grand nombre de plantes à étudier et ils apprenaient à les utiliser pour soigner les malades. Et c'est donc la médecine qui va stimuler la naissance d'une nouvelle discipline qui sera ensuite la botanique. Oui, on le voit très bien dans ce jardin, qui est d'abord un jardin des simples, un jardin donc de plantes médicinales, mais qui petit à petit se met à acquérir des plantes en provenance des 4 coins de la planète, avec leurs descriptions et leurs graines respectives, afin de les acclimater ici, dans le jardin botanique de Padoue. L'étude pour comprendre le mécanisme, le mode de fonctionnement des plantes, comment elles poussent, commence alors à se répandre, et ainsi nous nous dirigeons vers ce qui deviendra la discipline moderne que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de botanique générale. Ici, nous arrivons dans le secteur des plantes médicinales. Elles sont encore utilisées pour fabriquer certains médicaments. Par exemple, on a ici du houblon, là du réglisse, et celui-là, c'est le ricin. C'est une plante originaire d'Afrique qui se trouve être particulièrement intéressante. Le ricin a été beaucoup étudié, et ce depuis l'Antiquité, notamment pour l'utilisation de son huile dans les lampes de l'époque. Elle a une graine incroyable, je crois. Hein. On va peut-être regarder si on peut en prendre une, parce que là, c'est la bonne époque. Sa graine est très belle, et le nom ricin, en italien, dérive directement de la forme de sa graine, qui ressemble à un arachnide, en l'occurrence la tique, du fait de ses rayures particulières et de cette sorte de petite tête qui nous rappelle la tique. Elle est plate dessous et rebondit sur le dessus, comme un insecte, effectivement.
L'huile qui est extraite du ricin pouvait être utilisée comme purgeant dépuratif. À titre d'anecdote, durant la période fasciste, cette huile était employée pour, entre guillemets, punir les opposants au régime. Et donc on appelait l'huile de ricin l'huile du subversif. Barbara, il y a quelque chose d'extraordinaire au Jardin botanique de Padoue, c'est que la composition du jardin et son enceinte ont complètement été préservées. Le jardin a effectivement gardé sa forme originelle. Et depuis son centre, on peut en apprécier sa structure. On note en particulier sa forme circulaire, découpée en 4 secteurs, séparés les uns des autres par 2 allées principales qui relient les 4 portes, représentant les points cardinaux. La forme circulaire est très importante, car elle traduit la pensée de l'époque qui voulait que l'homme se trouve au centre de l'univers, mais en contact direct avec la nature que l'on voit autour de nous et avec le divin, représenté par les 2 basiliques qui se relient entre elles en ce point. Alessandra Angarano est bibliothécaire au Jardin de Padoue depuis 11 ans. Ici sont rassemblés les manuels de botanique qui témoignent des pratiques d'apprentissage du passé. Regarde, je te montre quelque chose de particulier. Ceci est un ouvrage datant de 1591. C'est le premier guide du jardin. Et comme tu peux le voir sur ce schéma, ce petit morceau-là est resté encore aujourd'hui identique. Les étudiants devaient y compiler les noms des plantes en les écrivant ici, sur la ligne faisant face au numéro de la parcelle correspondante. Donc là, l'anémone, par exemple, on est dans le petit casier numéro 22. On se reporte à la case numéro 22 et on remplit l'anémone. Exactement. On pense même qu'il fut un temps où les petits sentiers qui circulaient entre les parcelles étaient alors creusés. Ainsi, en y entrant, on se retrouvait avec la plante à la hauteur de la main. Et donc, on évoluait dans ces petits chemins pour mieux reconnaître les plantes. Ce genre d'exercice de reconnaissance en conditions réelles de la plante était très bien pour les élèves, car malheureusement, en ces temps-là, les reproductions papier, les dessins des plantes n'étaient pas toujours très conformes à la réalité. Dans la bibliothèque, je peux te montrer quelques exemplaires pour que tu puisses voir comment étaient ces illustrations à l'époque. On y va ? La bibliothèque du Jardin botanique de Padoue recense un grand nombre d'ouvrages qui retracent l'évolution de la science des plantes, du Moyen Âge à nos jours. Ceci est une illustration représentant une mandragore, en l'occurrence une mandragore dite masculine, mais ici on a aussi sa version féminine. Là, Alessandra, on a vraiment une représentation où l'homme est au cœur du dessin, et puis la plante, elle arrive, mais elle est secondaire. C'est l'homme qui passe devant. Oui, évidemment, cette représentation n'a aucun rapport avec ce qu'est vraiment la plante. Il s'agit plutôt d'une représentation magique dans laquelle les racines ont ces formes d'homme ou de femme. Une telle représentation, on la retrouve tout au long du Moyen Âge. À l'époque, quand on illustrait les livres, on ne s'inspirait pas de la vraie plante. On se basait sur les croyances populaires et plus encore sur les illustrations antiques gréco-latines, perdant ainsi au fil du temps de plus en plus contact avec la réalité. Je voudrais te montrer encore quelque chose de très précieux. Il s'agit d'un des premiers livres imprimés appelé Incunable. Il a la forme d'un manuscrit, mais il est bel et bien imprimé. Cet ouvrage provenant d'Allemagne remonte à l'an 1484 et propose lui aussi sa représentation de la mandragore. Et qui est très naïve, Et la représentation de la racine qui prenait beaucoup de place dans l'autre livre, elle est petite.
Oui, effectivement, et puis c'est d'autant plus fou que chez la mandragore, on se sert de sa racine, un de ces éléments les plus importants pour pouvoir la reconnaître, et là c'est clairement impossible d'y arriver. Avec de tels livres, on comprend pourquoi il était important de créer des jardins botaniques, les étudiants devant voir en vrai comment les plantes étaient réellement. Ce volume-là marque une grande avancée dans le domaine de l'illustration botanique. Un véritable élément de rupture. Ce qui est à noter dans ce livre, ce sont les représentations des plantes. Tu vois comme elles sont différentes. Elles sont exactement copiées sur la réalité. Mais Alessandra, qu'est-ce qui fait qu'on bascule? Qu'est-ce qui fait qu'on passe d'une représentation fantasmée, inexacte, à une représentation scientifique et juste? À la fin du XVIe siècle, grâce au grand mouvement de la Renaissance et à la redécouverte des sciences, et ce de façon moderne, la botanique se remet elle aussi en question. Ainsi, ce changement net s'effectue en plusieurs étapes. À l'amélioration du travail de représentation s'ajoute désormais celui sur le contenu. Dans cet ouvrage-ci, on retrouve une représentation de la mandragore vraiment très belle. Et là, pour les désigner, on utilise encore le nom commun. Les premiers exemples de nomenclatures différentes, de cet effort de rechercher une façon de catégoriser les plantes en familles, en espèces, on l'a en la personne de Tournefort. Mais la méthode qui s'impose est celle de Linné. Par exemple, dans ce livre qui date de la fin du XVIIIe siècle, on voit effectivement le nom, disons commun, mais aussi le nom qui respecte la nomenclature binominale, avec l'adjectif qui qualifie l'espèce. Ce qui est beau à voir ici, c'est précisément la reproduction de la plante. Ceci est une représentation scientifique moderne. Donc là, on retrouve bien les fruits, les graines, les fleurs, les feuilles, la tige, même les épines. Et on retrouve, et ça c'est très important pour la création de la nomenclature selon Linné, tout l'appareil reproducteur. Oui, c'est sur le caractère sexuel que se base Linné pour classifier les plantes. Et cela est encore d'usage aujourd'hui. À cela s'ajoute désormais l'utilisation de l'empreinte ADN de la plante, ce qui permet ainsi de l'identifier parfaitement. Le jardin de Padoue est à l'origine de l'apparition de nombreuses plantes en Europe, parmi lesquelles la pomme de terre, l'agave ou encore le lilas. La conservation et l'échange de ces plantes sont au cœur des préoccupations du jardin botanique. Pierre Luigi est jardinier ici depuis plus de 20 ans, en charge de l'entretien et de la récolte. Alors qu'est-ce que tu fais là, Pierre Luigi? Je suis en train de recueillir les graines de ginkgo biloba, car elles nous sont utiles, et on les conserve dans notre banque de graines pour ensuite éventuellement les envoyer aux autres jardins botaniques. Ça, c'est un des sujets les plus vieux et les plus beaux du jardin botanique de Padoue. Vous y veillez avec beaucoup d'attention, je suppose. Cet arbre a été planté dans le jardin en 1750, et c'est une plante très importante, ouais. Déjà car il s'agit d'une plante dite fossile, présente sur notre planète depuis au moins l'époque des dinosaures. Le ginkgo biloba est également un arbre, considéré comme étant un des ancêtres de toutes les plantes supérieures, avec des caractéristiques à mi-chemin entre les conifères et les arbres fruitiers. C'est ce qu'on appelle les plantes dioïques. Tout à fait. Il fait partie des plantes dioïques, car dans la nature, on le retrouve aussi bien dans sa version femelle que mâle. Mais dans le jardin de Padoue, plutôt que de planter une autre plante femelle, on a préféré faire une greffe pour tenter de voir si elle pouvait prendre sur un arbre aussi vieux d'un point de vue évolutif. Et donc, cette branche en est sa partie femelle. Alors quand on est sous la partie féminine de l'arbre, on a vraiment une odeur de petit lait et de vomi. C'est vraiment cette odeur qui est très très forte, qui est très présente. D'où elle vient cette odeur? Cette odeur si prégnante que l'on sent provient de la pulpe qui entoure les graines de ginkgo femelle. Et donc ça c'est un ovule, c'est pas un fruit. Oui, effectivement. Il ne s'agit pas d'un fruit à proprement parler, mais bel et bien d'une graine recouverte d'une pulpe charnue qui est responsable de cette mauvaise odeur. Ceci,
est une feuille de ginkgo mâle. Elle est séparée en 2 parties appelées lobes, qui par dérivation donnent son nom à la plante ginkgo biloba. Un lobe et un deuxième. Et il y a une autre particularité, c'est qu'on n'a pas la nervure centrale. La nervure centrale qu'on retrouve sur quasiment toutes les feuilles de tous les arbres. Oui, tout à fait. Sur les plantes supérieures, il y a toujours la nervure centrale et les autres nervures secondaires disposées latéralement. Sur la feuille de ginkgo, il n'y a pas de nervure centrale, mais plusieurs nervures parallèles qui se rejoignent toutes en un même point. C'est une caractéristique primitive et ancestrale. Pierluigi, comment tu fais la différence entre une graine qui a été bien pollinisée puis une qui n'est pas assez mature? Celles qui ont les dimensions les plus petites, on les met de côté car elles n'ont pas atteint le bon niveau de maturation. On garde donc seulement les graines les plus grosses, aux dimensions les plus grandes, comme celle-ci, alors que celles-là, on les jette. C'est une opération qui est faite entièrement à la main, car on peut toujours tomber sur une graine pas encore mature qu'il faut alors écarter. On a aussi d'autres graines. D'accord. Tout ce que tu as ici, en fait, c'est des graines qui doivent sécher, c'est ça, hein? Ici, des rosiers. Là, des citrouilles. Une fois que les graines ont séché, on les met dans des sachets qui iront ensuite au frigo. Voilà les graines de ginkgo de l'an dernier. Et alors, une fois que vous avez conservé ces graines dans le frigo, qu'est-ce qu'elles deviennent? On peut les envoyer à d'autres jardins botaniques ou instituts de recherche à travers le monde. On a entre environ 800 et 900 contacts avec qui on travaille. Les jardins botaniques ont le devoir de garantir la diffusion et la culture de nombreuses espèces qui, malheureusement, à l'état naturel, pourraient être en voie d'extinction. C'est quelque chose pour mes collègues et moi de très gratifiant. Quelque chose qui nous fait faire ce métier tous les jours avec une grande passion et énormément d'amour. La botanique a eu besoin d'un outil pour classifier et comparer les plantes. L'herbier du jardin de Padoue a été créé en 1835 pour permettre aux étudiants et chercheurs d'avoir accès à un grand nombre de spécimens. Rosella Marcucci est responsable de l'herbier qui protège de nombreux trésors botaniques. Je vais te montrer 2-3 choses. Pour commencer, une collection importante, une collection d'algues. Elle a été constituée par un grand passionné d'algues, un homme originaire de Vérone, qui s'appelait Achille Forti. Il recueillit partout dans le monde un grand nombre d'algues. Ici, une algue rouge. La récolte eut lieu entre la fin du 19e siècle et les 30 premières années du siècle passé. Alors ce qui est remarquable ici, c'est de voir à quel point les couleurs ont résisté au temps. Oui, elles sont restées très colorées, car les algues ont des pigments différents de ceux des plantes supérieures. Des pigments qui résistent mieux au temps. Ainsi, tu peux très bien avoir une algue recueillie il y a près de 400 ans, qui te donnera la sensation d'avoir été récoltée la veille tant elle sera parfaite. Mais à Padoue, la collection, disons, majeure est la collection personnelle de champignons du préfet Pierre-Andrea Saccardo, un directeur du jardin botanique de Padoue au cours de la deuxième moitié du 19e siècle. Il récoltait des plantes, mais c'était surtout un grand passionné de mycologie, c'est-à-dire de champignons. Il en recueillit jusqu'à plus de 69 000 exemplaires. Je t'en montre un au hasard, parmi les nombreux paquets. Il fut le premier à étudier certains champignons qui étaient alors inconnus de la science, et ainsi il les baptisa. Voilà, en voici un exemple. Lui travaillait surtout sur les moisissures, disons les macro-champignons. Alors ça, c'est pas le champignon, ça c'est le petit bout de bois sur lequel le champignon est venu se déposer, s'installer. Oui, en effet, on a ici plein de brindilles, de bouts de bois et d'écorce, avec dessus le champignon. Et donc tout cela était sa passion.
Il en récolta énormément personnellement, mais il s'en fit aussi envoyer depuis l'étranger. C'est sans l'ombre d'un doute notre collection la plus importante ici à Padoue, celle qui fait que notre herbier est reconnu partout dans le monde. Maintenant, je vais te montrer un autre type de collection, arrivé ici une nouvelle fois grâce à Saccardo. Les deux collections datent de la moitié du 19e siècle. Tous les champignons reposent sur des socles qui ont une coloration différente. Les verts sont les champignons comestibles. Ceux sur des socles rouges sont les champignons qui nécessitent d'être attentifs. Il y en a 7 en revanche qui sont considérés comme étant vénéneux. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont à l'échelle, ils ont les bonnes couleurs. Finalement, c'est une manière de rapporter ce qu'on a du mal à trouver dans la forêt, directement dans les laboratoires, et c'est des sujets d'études qui deviennent passionnants, en fait. Oui, disons que c'est une façon de te montrer en 3 dimensions ce qu'est le champignon. Un matériel difficile à reconnaître, car du moment qu'il s'assèche, il devient difficile d'identifier sa forme et sa couleur. Alors avec les outils contemporains qu'on connaît, les nouvelles techniques, les nouvelles technologies, quel est le sens d'un grand herbier dans un jardin botanique aujourd'hui? C'est un témoignage de ce qu'il y avait dans le passé, mais c'est une structure qui a encore du sens de nos jours. En effet, aujourd'hui, il y a tout un ensemble de nouvelles technologies, parmi lesquelles l'étude de l'ADN, qui peut être menée sur des échantillons de l'herbier. Ainsi, tu peux faire des prélèvements sur des bouts de feuilles ou de fleurs. Et puis, il y a toujours des arrivées nouvelles de plantes supérieures, avec l'entrée annuelle de 100 à 200 échantillons qui complètent nos collections. Donc le travail continue. Accompagnant l'évolution de la science botanique, le jardin de Padoue s'est enrichi il y a peu d'une serre de la biodiversité. Un lieu destiné à penser le futur de la relation entre l'homme et la nature. Ce bâtiment futuriste a été conçu par l'architecte Giorgio Strapazzone. Il a été inauguré en 2013. Giorgio, comment la nouvelle parcelle du jardin botanique de Padoue s'inscrit dans le prolongement de l'ancien jardin botanique? On a cherché à être dans la continuité de la très grande tradition historique du jardin antique que l'on a là. Mais ici, il fallait tout renouveler. Toujours dans la continuité architecturale, ces axes reprennent ceux du vieux jardin. On a également voulu valoriser la basilique Sainte-Justine, que l'on a ici, et qui est très belle. Et puis surtout, valoriser la grande vitrine de la biodiversité qui s'étend de ce côté. On a mené une étude très minutieuse sur la composition de l'ancien jardin qui a directement déterminé la forme de ce lieu. Ainsi s'est dessiné le cadre et les modalités qui ont mené à ce projet. Le jardin antique a tracé le moderne et le jardin moderne s'est inspiré de celui qui est antique. Giorgio, à quoi servent les 3 cascades qui émergent du bâtiment? Les 3 cascades ont évidemment un sens scénographique, mais surtout symbolique, car l'idée ici est celle de rappeler aux visiteurs que l'eau est un bien fondamental, que notre planète existe elle aussi car l'eau existe. Nous-mêmes existons car constitués majoritairement d'eau. Cette serre a été construite en ayant en tête de réduire au maximum son impact environnemental. On a pensé ce bâtiment non pour les personnes, mais pour les plantes. Tout notre projet a ainsi été mené afin de faire vivre les plantes dans des conditions optimales. Par le biais de différents systèmes électroniques, de capteurs, les plantes contrôlent leur environnement. Elles contrôlent la température, l'humidité et même la quantité de lumière. De fait, ici, ce sont les plantes qui commandent. Giorgio, quels sont les milieux qui sont représentés dans la serre du jardin botanique? Ici sont abrités les 5 principaux biomes qui sont propres à la planète Terre. Le biome des plantes tropicales, et en particulier des forêts humides, le climat subhumide, celui tempéré, celui aride, et pour finir, mais qui n'est pas encore achevé, l'espace dédié aux plantes polaires. Ainsi, le long de ces 100 mètres, la serre contient cette sorte de découpage du globe représentatif de la biodiversité de ces espèces végétales.
Ici, Giorgio, c'est les écosystèmes qui dictent la morphologie de votre construction. C'est clairement un changement de regard sur la nature. Cette serre est un lieu qui veut renverser notre perception du monde. Les plantes sont fondamentales pour la vie sur cette planète, car elles ont su la transformer en plusieurs milliards d'années. D'une planète inhospitalière, pleine de gaz carbonique, à une planète d'une grande richesse et remplie d'oxygène. Ce lieu doit nous aider à prendre conscience qu'il faut préserver la biodiversité, car notre survie en dépend. Chaque année, les botanistes découvrent de nouveaux organismes vivants, alors même que les plantes connues de longue date n'ont pas livré tous leurs secrets. Les jardins botaniques, avec leurs serres, leurs bibliothèques, leurs herbiers, restent plus que jamais indispensables à la recherche et à sa vulgarisation. Entretien et de la récolte. Alors qu'est-ce que tu fais là, Pierluigi? Je suis en train de recueillir les graines de ginkgo biloba, car elles nous sont utiles, et on les conserve dans notre banque de graines pour ensuite éventuellement les envoyer aux autres jardins botaniques. Ça, c'est un des sujets les plus vieux et les plus beaux du jardin botanique de Padoue. Vous y veillez avec beaucoup d'attention, je suppose. Cet arbre a été planté dans le jardin en 1750, et c'est une plante très importante, ouais. Déjà car il s'agit d'une plante dite fossile, présente sur notre planète depuis au moins l'époque des dinosaures. Le ginkgo biloba est également un arbre, considéré comme étant un des ancêtres de toutes les plantes supérieures, avec des caractéristiques à mi-chemin entre les conifères et les arbres fruitiers. C'est ce qu'on appelle les plantes dioïques. Tout à fait. Il fait partie des plantes dioïques, car dans la nature, on le retrouve aussi bien dans sa version femelle que mâle. Mais dans le jardin de Padoue, plutôt que de planter une autre plante femelle, on a préféré faire une greffe pour tenter de voir si elle pouvait prendre sur un arbre aussi vieux d'un point de vue évolutif. Et donc, cette branche en est sa partie femelle. Alors quand on est sous la partie féminine de l'arbre, on a vraiment une odeur de petit lait et de vomi. C'est vraiment cette odeur qui est très très forte, qui est très présente. D'où elle vient cette odeur? Cette odeur si prégnante que l'on sent provient de la pulpe qui entoure les graines de ginkgo femelle. Et donc ça, c'est un ovule, c'est pas un fruit. Oui, effectivement. Il ne s'agit pas d'un fruit à proprement parler, mais bel et bien d'une graine recouverte d'une pulpe charnue qui est responsable de cette mauvaise odeur. Ceci est une feuille de ginkgo mâle. Elle est séparée en deux parties appelées lobes, qui par dérivation donnent son nom à la plante ginkgo biloba. Un lobe et un deuxième. Et il y a une autre particularité, c'est qu'on n'a pas la nervure centrale. La nervure centrale qu'on retrouve sur quasiment toutes les feuilles de tous les arbres. Oui, tout à fait. Sur les plantes supérieures, il y a toujours la nervure centrale et les autres nervures secondaires disposées latéralement. Sur la feuille de ginkgo, il n'y a pas de nervure centrale, mais plusieurs nervures parallèles qui se rejoignent toutes en un même point. C'est une caractéristique primitive et ancestrale. Pierluigi, comment tu fais la différence entre une graine qui a été bien pollinisée puis une qui n'est pas assez mature? Celles qui ont les dimensions les plus petites, on les met de côté car elles n'ont pas atteint le bon niveau de maturation. On garde donc seulement les graines les plus grosses, aux dimensions les plus grandes, comme celle-ci, alors que celles-là, on les jette. C'est une opération qui est faite entièrement à la main, car on peut toujours tomber sur une graine pas encore mature qu'il faut alors écarter. On a aussi d'autres graines. D'accord. Tout ce que tu as ici, en fait, c'est des graines qui doivent sécher, c'est ça, hein? Ici, des rosiers. Là, des citrouilles. Une fois que les graines ont séché, on les met dans des sachets qui iront ensuite au frigo. Voilà les graines de ginkgo de l'an dernier. Et alors, une fois que vous avez conservé ces graines dans le frigo, qu'est-ce qu'elles deviennent?
On peut les envoyer à d'autres jardins botaniques ou instituts de recherche à travers le monde. On a entre environ 800 et 900 contacts avec qui on travaille. Les jardins botaniques ont le devoir de garantir la diffusion et la culture de nombreuses espèces qui, malheureusement, à l'état naturel, pourraient être en voie d'extinction. C'est quelque chose pour mes collègues et moi de très gratifiant. Quelque chose qui nous fait faire ce métier tous les jours avec une grande passion et énormément d'amour. La botanique a eu besoin d'un outil pour classifier et comparer les plantes. L'herbier du jardin de Padoue a été créé en 1835 pour permettre aux étudiants et chercheurs d'avoir accès à un grand nombre de spécimens. Rosella Marcucci est responsable de l'herbier qui protège de nombreux trésors botaniques. Je vais te montrer 2-3 choses. Pour commencer, une collection importante, une collection d'algues. Elle a été constituée par un grand passionné d'algues, un homme originaire de Vérone, qui s'appelait Achille Forti. Il recueillit partout dans le monde un grand nombre d'algues. Ici, une algue rouge. La récolte eut lieu entre la fin du 19e siècle et les 30 premières années du siècle passé. Alors ce qui est remarquable ici, c'est de voir à quel point les couleurs ont résisté au temps. Oui, elles sont restées très colorées, car les algues ont des pigments différents de ceux des plantes supérieures. Des pigments qui résistent mieux au temps. Ainsi, tu peux très bien avoir une algue recueillie il y a près de 400 ans, qui te donnera la sensation d'avoir été récoltée la veille tant elle sera parfaite. Mais à Padoue, la collection, disons, majeure est la collection personnelle de champignons du préfet Pierre-Andrea Saccardo, un directeur du jardin botanique de Padoue au cours de la deuxième moitié du 19e siècle. Il récoltait des plantes, mais c'était surtout un grand passionné de mycologie, c'est-à-dire de champignons. Il en recueillit jusqu'à plus de 69 000 exemplaires. Je t'en montre un au hasard, parmi les nombreux paquets. Il fut le premier à étudier certains champignons qui étaient alors inconnus de la science, et ainsi il les baptisa. Voilà, en voici un exemple. Lui travaillait surtout sur les moisissures, disons les macro-champignons. Alors ça, c'est pas le champignon, ça c'est le petit bout de bois sur lequel le champignon est venu se déposer, s'installer. Oui, en effet, on a ici plein de brindilles, de bouts de bois et d'écorce, avec dessus le champignon. Et donc tout cela était sa passion. Il en récolta énormément personnellement, mais il s'en fit aussi envoyer depuis l'étranger. C'est sans l'ombre d'un doute notre collection la plus importante ici à Padoue, celle qui fait que notre herbier est reconnu partout dans le monde. Maintenant, je vais te montrer un autre type de collection, arrivé ici une nouvelle fois grâce à Saccardo. Les deux collections datent de la moitié du 19e siècle. Tous les champignons reposent sur des socles qui ont une coloration différente. Les verts sont les champignons comestibles. Ceux sur des socles rouges sont les champignons qui nécessitent d'être attentifs. Il y en a 7 en revanche qui sont considérés comme étant vénéneux. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont à l'échelle, ils ont les bonnes couleurs. Finalement, c'est une manière de rapporter ce qu'on a du mal à trouver dans la forêt, directement dans les laboratoires, et c'est des sujets d'études qui deviennent passionnants, en fait. Oui, disons que c'est une façon de te montrer en 3 dimensions ce qu'est le champignon. Un matériel difficile à reconnaître, car du moment qu'il s'assèche, il devient difficile d'identifier sa forme et sa couleur. Alors avec les outils contemporains qu'on connaît, les nouvelles techniques, les nouvelles technologies, quel est le sens d'un grand herbier dans un jardin botanique aujourd'hui? C'est un témoignage de ce qu'il y avait dans le passé, mais c'est une structure qui a encore du sens de nos jours.
En effet, aujourd'hui, il y a tout un ensemble de nouvelles technologies, parmi lesquelles l'étude de l'ADN, qui peut être menée sur des échantillons de l'herbier. Ainsi, tu peux faire des prélèvements sur des bouts de feuilles ou de fleurs. Et puis, il y a toujours des arrivées nouvelles de plantes supérieures, avec l'entrée annuelle de 100 à 200 échantillons qui complètent nos collections. Donc le travail continue. Depuis l'Antiquité, notamment pour l'utilisation de son huile dans les lampes de l'époque. Elle a une graine incroyable, je crois. Hein. On va peut-être regarder si on peut en prendre une, parce que là, c'est la bonne époque. Sa graine est très belle et le nom ricin en italien dérive directement de la forme de sa graine qui ressemble à un arachnide, en l'occurrence la tique, du fait de ses rayures particulières et de cette sorte de petite tête qui nous rappelle la tique. Elle est plate dessous et rebondit sur le dessus, comme un insecte, effectivement. L'huile qui est extraite du ricin pouvait être utilisée comme purgeant dépuratif. À titre d'anecdote, durant la période fasciste, cette huile était employée pour, entre guillemets, punir les opposants au régime. Et donc on appelait l'huile de ricin l'huile du subversif. Barbara, il y a quelque chose d'extraordinaire au Jardin botanique de Padoue, c'est que la composition du jardin et son enceinte ont complètement été préservées. Le jardin a effectivement gardé sa forme originelle. Et depuis son centre, on peut en apprécier sa structure. On note en particulier sa forme circulaire, découpée en 4 secteurs, séparés les uns des autres par 2 allées principales qui relient les 4 portes, représentant les points cardinaux. La forme circulaire est très importante, car elle traduit la pensée de l'époque qui voulait que l'homme se trouve au centre de l'univers, mais en contact direct avec la nature que l'on voit autour de nous et avec le divin, représenté par les 2 basiliques qui se relient entre elles en ce point. Alessandra Angarano est bibliothécaire au Jardin de Padoue depuis 11 ans. Ici sont rassemblés les manuels de botanique qui témoignent des pratiques d'apprentissage du passé. Regarde, je te montre quelque chose de particulier. Ceci est un ouvrage datant de 1591. C'est le premier guide du jardin. Et comme tu peux le voir sur ce schéma, ce petit morceau-là est resté encore aujourd'hui identique. Les étudiants devaient y compiler les noms des plantes en les écrivant ici, sur la ligne faisant face au numéro de la parcelle correspondante. Donc là, l'anémone, par exemple, on est dans le petit casier numéro 22. On se reporte à la case numéro 22 et on remplit l'anémone. Exactement. On pense même qu'il fut un temps où les petits sentiers qui circulaient entre les parcelles étaient alors creusés. Ainsi, en y entrant, on se retrouvait avec la plante à la hauteur de la main. Et donc, on évoluait dans ces petits chemins pour mieux reconnaître les plantes. Ce genre d'exercice de reconnaissance en conditions réelles de la plante était très bien pour les élèves, car malheureusement, en ces temps-là, les reproductions papier, les dessins des plantes n'étaient pas toujours très conformes à la réalité. Dans la bibliothèque, je peux te montrer quelques exemplaires pour que tu puisses voir comment étaient ces illustrations à l'époque. On y va ? La bibliothèque du Jardin botanique de Padoue recense un grand nombre d'ouvrages qui retracent l'évolution de la science des plantes, du Moyen Âge à nos jours. Ceci est une illustration représentant une mandragore, en l'occurrence une mandragore dite masculine, mais ici on a aussi sa version féminine. Là, Alessandra, on a vraiment une représentation où l'homme est au cœur du dessin, et puis la plante, elle arrive, mais elle est secondaire. C'est l'homme qui passe devant.
Oui, évidemment, cette représentation n'a aucun rapport avec ce qu'est vraiment la plante. Il s'agit plutôt d'une représentation magique dans laquelle les racines ont ces formes d'hommes ou de femmes. Une telle représentation, on la retrouve tout au long du Moyen-Âge. À l'époque, quand on illustrait les livres, on ne s'inspirait pas de la vraie plante. On se basait sur les croyances populaires et plus encore sur les illustrations antiques gréco-latines, perdant ainsi au fil du temps de plus en plus contact avec la réalité. Je voudrais te montrer encore quelque chose de très précieux. Il s'agit d'un des premiers livres imprimés appelé incunable. Il a la forme d'un manuscrit, mais il est bel et bien imprimé. Cet ouvrage provenant d'Allemagne remonte à l'an 1484 et propose lui aussi sa représentation de la mandragore. Et qui est très naïve, Et la représentation de la racine qui prenait beaucoup de place dans l'autre livre, elle est toute petite. Oui, effectivement, et puis c'est d'autant plus fou que chez la mandragore, on se sert de sa racine, un de ses éléments les plus importants pour pouvoir la reconnaître, et là c'est clairement impossible d'y arriver. Avec de tels livres, on comprend pourquoi il était important de créer des jardins botaniques, les étudiants devant voir en vrai comment les plantes étaient réellement. Ce volume-là marque une grande avancée dans le domaine de l'illustration botanique. Un véritable élément de rupture. Ce qui est à noter dans ce livre, ce sont les représentations des plantes. Tu vois comme elles sont différentes. Elles sont exactement copiées sur la réalité. Mais Alessandra, qu'est-ce qui fait qu'on bascule? Qu'est-ce qui fait qu'on passe d'une représentation fantasmée, inexacte, à une représentation scientifique et juste? À la fin du XVIe siècle, grâce au grand mouvement de la Renaissance et à la redécouverte des sciences, et ce de façon moderne, la botanique se remet elle aussi en question. Ainsi, ce changement net s'effectue en plusieurs étapes. À l'amélioration du travail de représentation s'ajoute désormais celui sur le contenu. Dans cet ouvrage-ci, on retrouve une représentation de la mandragore vraiment très belle. Et là, pour les désigner, on utilise encore le nom commun. Les premiers exemples de nomenclatures différentes, de cet effort de rechercher une façon de catégoriser les plantes en familles, en espèces, on l'a en la personne de Tournefort. Mais la méthode qui s'impose est celle de Linné. Par exemple, dans ce livre qui date de la fin du XVIIIe siècle, on voit effectivement le nom, disons commun, mais aussi le nom qui respecte la nomenclature binominale, avec l'adjectif qui qualifie l'espèce. Ce qui est beau à voir ici, c'est précisément la reproduction de la plante. Ceci est une représentation scientifique moderne. Donc là, on retrouve bien les fruits, les graines, les fleurs, les feuilles, la tige, même les épines. Et on retrouve, et ça c'est très important pour la création de la nomenclature selon Linné, tout l'appareil reproducteur. Oui, c'est sur le caractère sexuel que se base Linné pour classifier les plantes. Et cela est encore d'usage aujourd'hui. À cela s'ajoute désormais l'utilisation de l'empreinte ADN de la plante, ce qui permet ainsi de l'identifier parfaitement. Le jardin de Padoue est à l'origine de l'apparition de nombreuses plantes en Europe, parmi lesquelles la pomme de terre, l'agave ou encore le lilas. La conservation et l'échange de ces plantes sont au cœur des préoccupations du jardin botanique. Pierre Luigi est jardinier ici depuis plus de 20 ans, en charge de Je suis architecte paysagiste. Je vous invite à un voyage dans l'art des jardins, à la rencontre de ceux qui les font vivre, les étudient et les imaginent. Au nord-est de l'Italie et au cœur de la Vénétie, le jardin de Padoue est le plus ancien jardin botanique au monde.
Fondé en 1545 par la République de Venise, il est à l'origine de la science botanique. Avec la présence de plantes venues du monde entier, ainsi que d'arbres multiséculaires originaires d'Asie, le jardin de Padoue nous offre un voyage dans le passé. Dès sa création, il a été conçu comme un lieu de recherche sur les plantes médicinales, où venaient étudier des savants de toute l'Europe. Cette tradition scientifique est portée aujourd'hui par Barbara Baldan, actuelle directrice du jardin. Barbara, le jardin botanique de Padoue, c'est un jardin qui était en dehors de la ville. Maintenant, on est au cœur de la ville. Pourquoi on choisit spécifiquement ce lieu pour installer le jardin botanique de Padoue? Ce lieu fut choisi justement parce qu'il se trouvait en dehors des murs de la ville. Et il était pratique pour l'université centrale. La deuxième raison pour laquelle ce lieu a été choisi, c'est qu'il se trouve dans un endroit symbolique, entre les deux basiliques les plus importantes de Padoue, de San Antonia et de Sainte Justine. Et la troisième raison, la plus importante, c'est la présence de l'eau pour irriguer les plantes. Ce jardin a été créé à l'initiative du professeur Bonafede, qui apprenait à reconnaître les plantes médicinales aux étudiants, parce que dans les livres, il ne les reconnaissait pas. À l'origine, le jardin botanique de Padoue, c'était un jardin de simple, c'est-à-dire un jardin qui était destiné à accueillir des plantes aux vertus médicinales. En regardant autour de soi, à l'intérieur des 4 quartiers, on constate qu'il y a des parcelles et chacune d'elles accueillait alors une plante médicinale. Les étudiants avaient ainsi à disposition un grand nombre de plantes à étudier et ils apprenaient à les utiliser pour soigner les malades. Et c'est donc la médecine qui va stimuler la naissance d'une nouvelle discipline qui sera ensuite la botanique. Oui, on le voit très bien dans ce jardin, qui est d'abord un jardin des simples, un jardin donc de plantes médicinales, mais qui petit à petit se met à acquérir des plantes en provenance des 4 coins de la planète, avec leurs descriptions et leurs graines respectives, afin de les acclimater ici, dans le jardin botanique de Padoue. L'étude pour comprendre le mécanisme, le mode de fonctionnement des plantes, comment elles poussent, commence alors à se répandre, et ainsi nous nous dirigeons vers ce qui deviendra la discipline moderne que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de botanique générale. Ici, nous arrivons dans le secteur des plantes médicinales. Elles sont encore utilisées pour fabriquer certains médicaments. Par exemple, on a ici du houblon, là du réglisse, et celui-là, c'est le ricin. C'est une plante originaire d'Afrique qui se trouve être particulièrement intéressante. Le ricin a été beaucoup étudié. Alors que celles-là, on les jette. C'est une opération qui est faite entièrement à la main, car on peut toujours tomber sur une graine pas encore mature qu'il faut alors écarter. On a aussi d'autres graines. D'accord. Tout ce que tu as ici, en fait, c'est des graines qui doivent sécher, c'est ça, hein? Ici, des rosiers, là, des citrouilles. Une fois que les graines ont séché, on les met dans des sachets qui iront ensuite au frigo. Voilà les graines de ginkgo de l'an dernier. Et alors, une fois que vous avez conservé ces graines dans le frigo, qu'est-ce qu'elles deviennent? On peut les envoyer à d'autres jardins botaniques ou instituts de recherche à travers le monde. On a entre environ 800 et 900 contacts avec qui on travaille. Les jardins botaniques ont le devoir de garantir la diffusion et la culture de nombreuses espèces qui, malheureusement, à l'état naturel, pourraient être en voie d'extinction. C'est quelque chose pour mes collègues et moi de très gratifiant. Quelque chose qui nous fait faire ce métier tous les jours avec une grande passion et énormément d'amour. La botanique a eu besoin d'un outil pour classifier et comparer les plantes. L'herbier du jardin de Padoue a été créé en 1835
pour permettre aux étudiants et chercheurs d'avoir accès à un grand nombre de spécimens. Rosella Marcucci est responsable de l'herbier qui protège de nombreux trésors botaniques. Je vais te montrer 2-3 choses. Pour commencer, une collection importante, une collection d'algues. Elle a été constituée par un grand passionné d'algues, un homme originaire de Vérone, qui s'appelait Achille Forti. Il recueillit partout dans le monde un grand nombre d'algues. Ici, une algue rouge. La récolte eut lieu entre la fin du 19e siècle et les 30 premières années du siècle passé. Alors ce qui est remarquable ici, c'est de voir à quel point les couleurs ont résisté au temps. Oui, elles sont restées très colorées, car les algues ont des pigments différents de ceux des plantes supérieures. Des pigments qui résistent mieux au temps. Ainsi, tu peux très bien avoir une algue recueillie il y a près de 400 ans, qui te donnera la sensation d'avoir été récoltée la veille tant elle sera parfaite. Mais à Padoue, la collection, disons, majeure est la collection personnelle de champignons du préfet Pierre-Andrea Saccardo, un directeur du jardin botanique de Padoue au cours de la deuxième moitié du 19e siècle. Il récoltait des plantes, mais c'était surtout un grand passionné de mycologie, c'est-à-dire de champignons. Il en recueillit jusqu'à plus de 69 000 exemplaires. Survie en dépend. Chaque année, les botanistes découvrent de nouveaux organismes vivants, alors même que les plantes connues de longue date n'ont pas livré tous leurs secrets. Les jardins botaniques, avec leurs serres, leurs bibliothèques, leurs herbiers, restent plus que jamais indispensables à la recherche et à sa vulgarisation. Entretien et de la récolte. Alors qu'est-ce que tu fais là, Pierluigi? Je suis en train de recueillir les graines de Ginkgo biloba, car elles nous sont utiles, et on les conserve dans notre banque de graines pour ensuite éventuellement les envoyer aux autres jardins botaniques. Ça, c'est un des sujets les plus vieux et les plus beaux du jardin botanique de Padoue. Vous y veillez avec beaucoup d'attention, je suppose. Cet arbre a été planté dans le jardin en 1750, et c'est une plante très importante, ouais. Déjà car il s'agit d'une plante dite fossile, présente sur notre planète depuis au moins l'époque des dinosaures. Le Ginkgo biloba est également un arbre, considéré comme étant un des ancêtres de toutes les plantes supérieures, avec des caractéristiques à mi-chemin entre les conifères et les arbres fruitiers. C'est ce qu'on appelle les plantes dioïques. Tout à fait. Il fait partie des plantes dioïques, car dans la nature, on le retrouve aussi bien dans sa version femelle que mâle. Mais dans le jardin de Padoue, plutôt que de planter une autre plante femelle, on a préféré faire une greffe pour tenter de voir si elle pouvait prendre sur un arbre aussi vieux d'un point de vue évolutif. Et donc, cette branche en est sa partie femelle. Alors quand on est sous la partie féminine de l'arbre, on a vraiment une odeur de petit lait et de vomi. C'est vraiment cette odeur qui est très très forte, qui est très présente. D'où elle vient cette odeur? Cette odeur si prégnante que l'on sent provient de la pulpe qui entoure les graines de ginkgo femelle. Et donc ça, c'est un ovule, c'est pas un fruit. Oui, effectivement. Il ne s'agit pas d'un fruit à proprement parler, mais bel et bien d'une graine recouverte d'une pulpe charnue qui est responsable de cette mauvaise odeur. Ceci est une feuille de ginkgo mâle. Elle est séparée en deux parties appelées lobes, qui par dérivation donnent son nom à la plante Ginkgo biloba. Un lobe et un deuxième. Et il y a une autre particularité, c'est qu'on n'a pas la nervure centrale. La nervure centrale qu'on retrouve sur quasiment toutes les feuilles de tous les arbres. Le champignon. Et donc tout cela était sa passion. Il en récolta énormément personnellement, mais il s'en fit aussi envoyer depuis l'étranger. C'est sans l'ombre d'un doute notre collection la plus importante ici à Padoue, celle qui fait que notre herbier est reconnu partout dans le monde.
Maintenant, je vais te montrer un autre type de collection, arrivé ici une nouvelle fois grâce à Saccardo. Les deux collections datent de la moitié du 19e siècle. Tous les champignons reposent sur des socles qui ont une coloration différente. Les verts sont les champignons comestibles. Ceux sur des socles rouges sont les champignons qui nécessitent d'être attentifs. Il y en a 7 en revanche qui sont considérés comme étant vénéneux. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont à l'échelle, ils ont les bonnes couleurs. Finalement, c'est une manière de rapporter ce qu'on a du mal à trouver dans la forêt, directement dans les laboratoires, et c'est des sujets d'études qui deviennent passionnants, en fait. Oui, disons que c'est une façon de te montrer en 3 dimensions ce qu'est le champignon. Un matériel difficile à reconnaître, car du moment qu'il s'assèche, il devient difficile d'identifier sa forme et sa couleur. Alors avec les outils contemporains qu'on connaît, les nouvelles techniques, les nouvelles technologies, quel est le sens d'un grand herbier dans un jardin botanique aujourd'hui? C'est un témoignage de ce qu'il y avait dans le passé, mais c'est une structure qui a encore du sens de nos jours. En effet, aujourd'hui, il y a tout un ensemble de nouvelles technologies, parmi lesquelles l'étude de l'ADN, qui peut être menée sur des échantillons de l'herbier. Ainsi, tu peux faire des prélèvements sur des bouts de feuilles ou de fleurs. Et puis, il y a toujours des arrivées nouvelles de plantes supérieures, avec l'entrée annuelle de 100 à 200 échantillons qui complètent nos collections. Donc le travail continue. Depuis l'Antiquité, notamment pour l'utilisation de son huile dans les lampes de l'époque. Elle a une graine incroyable, je crois. Hein. On va peut-être regarder si on peut en prendre une, parce que là, c'est la bonne époque. Sa graine est très belle et le nom ricin en italien dérive directement de la forme de sa graine qui ressemble à un arachnide, en l'occurrence la tique, du fait de ses rayures particulières et de cette sorte de petite tête qui nous rappelle la tique. Elle est plate dessous et rebondit sur le dessus, comme un insecte, effectivement. L'huile qui est extraite du ricin pouvait être utilisée comme purgeant dépuratif. À Titian s'ajoute désormais celui sur le contenu. Dans cet ouvrage-ci, on retrouve une représentation de la mandragore vraiment très belle. Et là, pour les désigner, on utilise encore le nom commun. Les premiers exemples de nomenclature différentes, de cet effort de rechercher une façon de catégoriser les plantes en familles, en espèces, on l'a en la personne de Tournefort. Mais la méthode qui s'impose est celle de Linné. Par exemple, dans ce livre qui date de la fin du XVIIIe siècle, on voit effectivement le nom, disons commun, mais aussi le nom qui respecte la nomenclature binominale, avec l'adjectif qui qualifie l'espèce. Ce qui est beau à voir ici, c'est précisément la reproduction de la plante. Ceci est une représentation scientifique moderne. Donc là, on retrouve bien les fruits, les graines, les fleurs, les feuilles, la tige, même les épines. Et on retrouve, et ça c'est très important pour la création de la nomenclature selon Linné, tout l'appareil reproducteur. Oui, c'est sur le caractère sexuel que se base Linné pour classifier les plantes. Et cela est encore d'usage aujourd'hui. À cela s'ajoute désormais l'utilisation de l'empreinte ADN de la plante, ce qui permet ainsi de l'identifier parfaitement. Le jardin de Padoue est à l'origine de l'apparition de nombreuses plantes en Europe, parmi lesquelles la pomme de terre, l'agave ou encore le lilas. La conservation et l'échange de ces plantes sont au cœur des préoccupations du jardin botanique. Pier Luigi est jardinier ici depuis plus de 20 ans, en charge de l'entretien et de la récolte. Alors qu'est-ce que tu fais là, Pier Luigi?
Je suis en train de recueillir les graines de ginkgo biloba, car elles nous sont utiles, et on les conserve dans notre banque de graines pour ensuite éventuellement les envoyer aux autres jardins botaniques. Ça, c'est un des sujets les plus vieux et les plus beaux du jardin botanique de Padoue. Vous y veillez avec beaucoup d'attention, je suppose. Cet arbre a été planté dans le jardin en 1750, et c'est une plante très importante, ouais. Déjà car il s'agit d'une plante dite fossile, présente sur notre planète depuis au moins l'époque des dinosaures. Le ginkgo biloba est également un arbre, considéré comme étant un des ancêtres de toutes les plantes supérieures, avec des caractéristiques à mi-chemin entre les conifères et les arbres fruitiers. C'est ce qu'on appelle les plantes dioïques. Tout à fait. Il fait partie des plantes dioïques, car dans la nature, on le retrouve aussi bien dans sa version femelle que mâle. Mais dans le jardin de Padoue, Les étudiants devaient y compiler les noms des plantes en les écrivant ici, sur la ligne faisant face au numéro de la parcelle correspondante. Donc là, l'anémone, par exemple, on est dans le petit casier numéro 22. On se reporte à la case numéro 22 et on remplit anémone. Exactement. On pense même qu'il fut un temps où les petits sentiers qui circulaient entre les parcelles étaient alors creusés. Ainsi, en y entrant, on se retrouvait avec la plante à la hauteur de la main. Et donc, on évoluait dans ces petits chemins pour mieux reconnaître les plantes. Ce genre d'exercice de reconnaissance en conditions réelles de la plante était très bien pour les élèves, car malheureusement, en ces temps-là, les reproductions papier, les dessins des plantes n'étaient pas toujours très conformes à la réalité. Dans la bibliothèque, je peux te montrer quelques exemplaires pour que tu puisses voir comment étaient ces illustrations à l'époque. On y va ? La bibliothèque du jardin botanique de Padoue recense un grand nombre d'ouvrages qui retracent l'évolution de la science des plantes, du Moyen Âge à nos jours. Ceci est une illustration représentant une mandragore, en l'occurrence une mandragore dite masculine, mais ici on a aussi sa version féminine. Là, Alessandra, on a vraiment une représentation où l'homme est au cœur du dessin, et puis la plante, elle arrive, mais elle est secondaire. C'est l'homme qui passe devant. Oui, évidemment, cette représentation n'a aucun rapport avec ce qu'est vraiment la plante. Il s'agit plutôt d'une représentation magique dans laquelle les racines ont ces formes d'homme ou de femme. Une telle représentation, on la retrouve tout au long du Moyen Âge. À l'époque, quand on illustrait les livres, on ne s'inspirait pas de la vraie plante. On se basait sur les croyances populaires, et plus encore sur les illustrations antiques gréco-latines, perdant ainsi au fil du temps de plus en plus contact avec la réalité. Je voudrais te montrer encore quelque chose de très précieux. Il s'agit d'un des premiers livres imprimés appelé Incunable. Il a la forme d'un manuscrit, mais il est bel et bien imprimé. Cet ouvrage provenant d'Allemagne remonte à l'an 1484 et propose lui aussi sa représentation de la mandragore. Et qui est très naïve, Et la représentation de la racine qui prenait beaucoup de place dans l'autre livre, elle est toute petite. Oui, effectivement, et puis c'est d'autant plus fou que chez la mandragore, on se sert de sa racine, un de ses éléments les plus importants pour pouvoir la reconnaître, et là c'est clairement impossible d'y arriver. Avec de tels livres, on comprend pourquoi il était important de créer des jardins botaniques, les étudiants devant voir en vrai comment les plantes étaient réellement. Ce volume-là marque une grande avancée dans le domaine de l'illustration ou de femmes. Une telle représentation, on la retrouve tout au long du Moyen Âge. À l'époque, quand on illustrait les livres, on ne s'inspirait pas de la vraie plante. On se basait sur les croyances populaires, et plus encore sur les illustrations antiques gréco-latines, perdant ainsi au fil du temps de plus en plus contact avec la réalité. Je voudrais te montrer encore quelque chose de très précieux. Il s'agit d'un des premiers livres imprimés appelé Incunable. Il a la forme d'un manuscrit, mais il est bel et bien imprimé. Cet ouvrage provenant d'Allemagne remonte à l'an 1484 et propose lui aussi sa représentation de la mandragore. Et qui est très naïve, Et la représentation de la racine qui prenait beaucoup de place dans l'autre livre, elle est toute petite. Oui, effectivement, et puis c'est d'autant plus fou que chez la mandragore, on se sert de sa racine, un de ses éléments les plus importants pour pouvoir la reconnaître, et là c'est clairement impossible d'y arriver. Avec de tels livres, on comprend pourquoi il était important de créer des jardins botaniques, les étudiants devant voir en vrai comment les plantes étaient réellement. Ce volume-là marque une grande avancée dans le domaine de l'illustration botanique.
Un véritable élément de rupture. Ce qui est à noter dans ce livre, ce sont les représentations des plantes. Tu vois comme elles sont différentes. Elles sont exactement copiées sur la réalité. Mais Alessandra, qu'est-ce qui fait qu'on bascule? Qu'est-ce qui fait qu'on passe d'une représentation fantasmée, inexacte, à une représentation scientifique et juste? À la fin du XVIe siècle, grâce au grand mouvement de la Renaissance et à la redécouverte des sciences, et ce de façon moderne, la botanique se remet elle aussi en question. Ainsi, ce changement net s'effectue en plusieurs étapes. À l'amélioration du travail de représentation s'ajoute désormais celui sur le contenu. Dans cet ouvrage-ci, on retrouve une représentation de la mandragore vraiment très belle. Et là, pour les désigner, on utilise encore le nom commun. Les premiers exemples de nomenclatures différentes, de cet effort de rechercher une façon de catégoriser les plantes en familles, en espèces, on l'a en la personne de Tournefort. Mais la méthode qui s'impose est celle de Linné. Par exemple, dans ce livre qui date de la fin du XVIIIe siècle, on voit effectivement le nom, disons commun, mais aussi le nom qui respecte la nomenclature binominale, avec l'adjectif qui qualifie l'espèce. Ce qui est beau à voir ici, c'est précisément la reproduction de la plante. Ceci est une représentation scientifique moderne. Donc là, on retrouve bien les fruits, les graines, les fleurs, les feuilles, la tige, même les épines. Et on retrouve, et ça c'est très important pour la création de la nomenclature, afin de les acclimater ici, dans le jardin botanique de Padoue. L'étude pour comprendre le mécanisme, le mode de fonctionnement des plantes, comment elles poussent, commence alors à se répandre. Et ainsi, nous nous dirigeons vers ce qui deviendra la discipline moderne que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de botanique générale. Ici, nous arrivons dans le secteur des plantes médicinales. Elles sont encore utilisées pour fabriquer certains médicaments. Par exemple, on a ici du houblon, là du réglisse, et celui-là, c'est le ricin. C'est une plante originaire d'Afrique qui se trouve être particulièrement intéressante. Le ricin a été beaucoup étudié, et ce depuis l'Antiquité, notamment pour l'utilisation de son huile dans les lampes de l'époque. Elle a une graine incroyable, je crois. Hein. On va peut-être regarder si on peut en prendre une, parce que là, c'est la bonne époque. Sa graine est très belle, et le nom ricin, en italien, dérive directement de la forme de sa graine, qui ressemble à un arachnide, en l'occurrence la tique, du fait de ses rayures particulières et de cette sorte de petite tête qui nous rappelle la tique. Elle est plate dessous et rebondit sur le dessus, comme un insecte, effectivement. L'huile qui est extraite du ricin pouvait être utilisée comme purgeant dépuratif. À titre d'anecdote, durant la période fasciste, cette huile était employée pour, entre guillemets, punir les opposants au régime. Et donc on appelait l'huile de ricin l'huile du subversif. Barbara, il y a quelque chose d'extraordinaire au Jardin botanique de Padoue, c'est que la composition du jardin et son enceinte ont complètement été préservées. Le jardin a effectivement gardé sa forme originelle. Et depuis son centre, on peut en apprécier sa structure. On note en particulier sa forme circulaire, découpée en 4 secteurs, séparés les uns des autres par 2 allées principales qui relient les 4 portes, représentant les points cardinaux. La forme circulaire est très importante, car elle traduit la pensée de l'époque qui voulait que l'homme se trouve au centre de l'univers, mais en contact direct avec la nature que l'on voit autour de nous et avec le divin, représenté par les 2 basiliques qui se relient entre elles en ce point. Supérieure, avec des caractéristiques à mi-chemin entre les conifères et les arbres fruitiers. C'est ce qu'on appelle les plantes dioïques.
Tout à fait. Il fait partie des plantes dioïques, car dans la nature, on le retrouve aussi bien dans sa version femelle que mâle. Mais dans le jardin de Padoue, plutôt que de planter une autre plante femelle, on a préféré faire une greffe pour tenter de voir si elle pouvait prendre sur un arbre aussi vieux d'un point de vue évolutif. Et donc, cette branche en est sa partie femelle. Alors quand on est sous la partie féminine de l'arbre, on a vraiment une odeur de petit lait et de vomi. C'est vraiment cette odeur qui est très très forte, qui est très présente. D'où elle vient cette odeur? Cette odeur si prégnante que l'on sent provient de la pulpe qui entoure les graines de ginkgo femelle. Et donc ça c'est un ovule, c'est pas un fruit. Oui, effectivement. Il ne s'agit pas d'un fruit à proprement parler, mais bel et bien d'une graine recouverte d'une pulpe charnue qui est responsable de cette mauvaise odeur. Ceci est une feuille de ginkgo mâle. Elle est séparée en deux parties appelées lobes, qui par dérivation donnent son nom à la plante ginkgo biloba. Un lobe et un deuxième. Et il y a une autre particularité, c'est qu'on n'a pas la nervure centrale. La nervure centrale qu'on retrouve sur quasiment toutes les feuilles de tous les arbres. Oui, tout à fait. Sur les plantes supérieures, il y a toujours la nervure centrale et les autres nervures secondaires disposées latéralement. Sur la feuille de ginkgo, il n'y a pas de nervure centrale, mais plusieurs nervures parallèles qui se rejoignent toutes en un même point. C'est une caractéristique primitive et ancestrale. Pierluigi, comment tu fais la différence entre une graine qui a été bien pollinisée et puis une qui n'est pas assez mature? Celles qui ont les dimensions les plus petites, on les met de côté car elles n'ont pas atteint le bon niveau de maturation. On garde donc seulement les graines les plus grosses, aux dimensions les plus grandes, comme celle-ci, alors que celles-là, on les jette. C'est une opération qui est faite entièrement à la main, car on peut toujours tomber sur une graine pas encore mature qu'il faut alors écarter. On a aussi d'autres graines. D'accord. Tout ce que tu as ici, en fait, c'est des graines qui doivent sécher, c'est ça, hein? Ici, des rosiers. Là, des citrouilles. Une fois que les graines ont séché, on les met dans des sachets qui iront ensuite au frigo. Voilà les graines de ginkgo de l'an dernier. Et alors, une fois que vous avez conservé ces graines dans le frigo, qu'est-ce qu'elles deviennent? On peut les envoyer à d'autres jardins botaniques ou instituts de recherche à travers le monde. On a entre environ... Elle contrôle la température, l'humidité et même la quantité de lumière. De fait, ici, ce sont les plantes qui commandent. Giorgio, quels sont les milieux qui sont représentés dans la serre du jardin botanique? Ici sont abrités les 5 principaux biomes qui sont propres à la planète Terre. Le biome des plantes tropicales, et en particulier des forêts humides, le climat subhumide, celui tempéré, celui aride, et pour finir, mais qui n'est pas encore achevé, l'espace dédié aux plantes polaires. Ainsi, le long de ces 100 mètres, la serre contient cette sorte de découpage du globe représentatif de la biodiversité de ces espèces végétales. Ici, Giorgio, c'est les écosystèmes qui dictent la morphologie de votre construction. C'est clairement un changement de regard sur la nature. Cette serre est un lieu qui veut renverser notre perception du monde. Les plantes sont fondamentales pour la vie sur cette planète, car elles ont su la transformer en plusieurs milliards d'années. D'une planète inhospitalière, pleine de gaz carbonique, à une planète d'une grande richesse et remplie d'oxygène. Ce lieu doit nous aider à prendre conscience qu'il faut préserver la biodiversité, car notre survie en dépend. Chaque année, les botanistes découvrent de nouveaux organismes vivants, alors même que les plantes connues de longue date n'ont pas livré tous leurs secrets. Les jardins botaniques, avec leurs serres, leurs bibliothèques, leurs herbiers, restent plus que jamais indispensables à la recherche et à sa vulgarisation.
l'entretien et de la récolte. Alors qu'est-ce que tu fais là, Pierluigi? Je suis en train de recueillir les graines de ginkgo biloba, car elles nous sont utiles, et on les conserve dans notre banque de graines pour ensuite éventuellement les envoyer aux autres jardins botaniques. Ça, c'est un des sujets les plus vieux et les plus beaux du jardin botanique de Padoue. Vous y veillez avec beaucoup d'attention, je suppose. Cet arbre a été planté dans le jardin en 1750, et c'est une plante très importante, ouais. Déjà car il s'agit... Les deux collections datent de la moitié du 19e siècle. Tous les champignons reposent sur des socles qui ont une coloration différente. Les verts sont les champignons comestibles. Ceux sur des socles rouges sont les champignons qui nécessitent d'être attentifs. Il y en a 7 en revanche qui sont considérés comme étant vénéneux. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont à l'échelle, ils ont les bonnes couleurs. Finalement, c'est une manière de rapporter ce qu'on a du mal à trouver dans la forêt, directement dans les laboratoires, et c'est des sujets d'études qui deviennent passionnants, en fait. Oui, disons que c'est une façon de te montrer en 3 dimensions ce qu'est le champignon. Un matériel difficile à reconnaître, car du moment qu'il s'assèche, il devient difficile d'identifier sa forme et sa couleur. Alors avec les outils contemporains qu'on connaît, les nouvelles techniques, les nouvelles technologies, quel est le sens d'un grand herbier dans un jardin botanique aujourd'hui? C'est un témoignage de ce qu'il y avait dans le passé, mais c'est une structure qui a encore du sens de nos jours. En effet, aujourd'hui, il y a tout un ensemble de nouvelles technologies, parmi lesquelles l'étude de l'ADN, qui peut être menée sur des échantillons de l'herbier. Ainsi, tu peux faire des prélèvements sur des bouts de feuilles ou de fleurs. Et puis, il y a toujours des arrivées nouvelles de plantes supérieures, avec l'entrée annuelle de 100 à 200 échantillons qui complètent nos collections. Donc le travail continue. Accompagnant l'évolution de la science botanique, le jardin de Padoue s'est enrichi il y a peu d'une serre de la biodiversité. Un lieu destiné à penser le futur de la relation entre l'homme et la nature. Ce bâtiment futuriste a été conçu par l'architecte Giorgio Strapazzone. Il a été inauguré en 2013. Giorgio, comment la nouvelle parcelle du jardin botanique de Padoue s'inscrit dans le prolongement de l'ancien jardin botanique? On a cherché à être dans la continuité de la très grande tradition historique du jardin antique que l'on a là. Mais ici, il fallait tout renouveler. Toujours dans la continuité architecturale, ces axes reprennent ceux du vieux jardin. On a également voulu valoriser la basilique Sainte-Justine, que l'on a ici, et qui est très belle. Et puis surtout, valoriser la grande vitrine de la biodiversité qui s'étend de ce côté. On a mené une étude très minutieuse sur la composition de l'ancien jardin qui a directement déterminé la forme de ce lieu. Ainsi s'est dessiné le cadre et les modalités qui ont mené à ce projet. Le jardin antique a tracé le moderne et le jardin moderne s'est inspiré de celui qui est antique. Giorgio, à quoi servent les 3 cascades qui émergent du bâtiment? Les 3 cascades ont évidemment un sens scénographique, mais surtout symbolique, car l'idée ici est celle de rappeler aux visiteurs que l'eau est un bien fondamental, que notre planète existe elle aussi car l'eau existe. Nous-mêmes existons car... La bibliothèque du jardin botanique de Padoue recense un grand nombre d'ouvrages qui retracent l'évolution de la science des plantes, du Moyen Âge à nos jours. Ceci est une illustration représentant une mandragore, en l'occurrence une mandragore dite masculine, mais ici on a aussi sa version féminine. Là, Alessandra, on a vraiment une représentation où l'homme est au cœur du dessin, et puis la plante, elle arrive, mais elle est secondaire. C'est l'homme qui passe devant. Oui, évidemment, cette représentation n'a aucun rapport avec ce qu'est vraiment la plante. Il s'agit plutôt d'une représentation magique dans laquelle les racines ont ces formes d'homme ou de femme. Une telle représentation, on la retrouve tout au long du Moyen-Âge. À l'époque, quand on illustrait les livres, on ne s'inspirait pas de la vraie plante. On se basait sur les croyances populaires et plus encore sur les illustrations antiques gréco-latines, perdant ainsi au fil du temps de plus en plus contact avec la réalité. Je voudrais te montrer encore quelque chose de très précieux. Il s'agit d'un des premiers livres imprimés appelé incunable. Il a la forme d'un manuscrit, mais il est bel et bien imprimé.
Cet ouvrage provenant d'Allemagne remonte à l'an 1484 et propose lui aussi sa représentation de la mandragore. Et qui est très naïve, Et la représentation de la racine qui prenait beaucoup de place dans l'autre livre, elle est toute petite. Oui, effectivement, et puis c'est d'autant plus fou que chez la mandragore, on se sert de sa racine, un de ses éléments les plus importants pour pouvoir la reconnaître, et là c'est clairement impossible d'y arriver. Avec de tels livres, on comprend pourquoi il était important de créer des jardins botaniques, les étudiants devant voir en vrai comment les plantes étaient réellement. Ce volume-là marque une grande avancée dans le domaine de l'illustration botanique. Un véritable élément de rupture. Ce qui est à noter dans ce livre, ce sont les représentations des plantes. Tu vois comme elles sont différentes. Elles sont exactement copiées sur la réalité. Mais Alessandra, qu'est-ce qui fait qu'on bascule? Qu'est-ce qui fait qu'on passe d'une représentation fantasmée, inexacte, à une représentation scientifique et juste? À la fin du XVIe siècle, grâce au grand mouvement de la Renaissance et à la redécouverte des sciences, et ce de façon moderne, la botanique se remet elle aussi en question. Ainsi, ce changement net s'effectue en plusieurs étapes. À l'amélioration du travail de représentation s'ajoute désormais celui sur le contenu. Dans cet ouvrage-ci, on retrouve une représentation de la mandragore vraiment très belle. Et là, pour les désigner, on utilise encore le nom commun.